Allô? Comment ça va, papa? Bah, évidemment que je pense à toi. Tous les jours, je pense à toi. Je veux même te dire un truc. Plus les jours passent et plus tu me manques. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber et mes kidams sont... Laurent Vachaud, l'air est pur, je me détends. Philippe Sedbon, est-ce que vous allez finir par me foutre la paix? Je podcast, barrez-vous. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Buffet Froid sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébuddies pour se risquer ensemble sur le bizarre et évoquer Buffet Froid, 1979, réalisé par Bertrand Blier. 1979, année dominée au box-office par Le Gendarme et les extraterrestres, j'en bafouille, La rencontre du troisième type français, et Le Livre de la jungle, avec un minimum, on nourrit un ours et un homme. Cette année voit également naître Oscar Isaac et le regretté Heath Ledger. Why so serious? Mais avant que Philippe et Laurent ne mouillent la chemise, un rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, Philippe sort son couteau et nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Dans une ville de grande solitude, un flic au bord de la retraite et à moitié fou rencontre un chômeur armé d'un couteau à cran d'arrêt qui tue de temps en temps sans trop savoir pourquoi. Vous n'avez pas une tête à tuer les gens? Ils vont se lier d'une certaine complicité, ils vont rencontrer un serial killer qui étrangle les femmes sans raison non plus. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Et ils vont s'allier, ils vont faire une espèce de trio rigolo, ils vont rencontrer des tas de gens, ils vont en tuer certains, Je vous dérange? d'autres pas. Et à la fin, rattrapés par leur passé, ils vont s'enfuir à la campagne. Et à la campagne, c'est le dernier endroit où il fallait aller parce que à la fin, il n'y en aura plus qu'un. Et à la fin, 0. Et maintenant, Laurent, qui fait son grand retour dans l'émission, tu nous as manqué, fils, nous raconte la genèse du chef-d'œuvre de Bertrand Blier. Bizarre, vous avez dit bizarre? Alors Blier dit en fait que tout est parti d'un rêve qu'il a fait. Faut se méfier en général des films qui viennent d'un rêve. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Trois femmes de Robert Altman, c'est peut-être pas forcément moi celui que je préfère. Ouais. Mais disons que là, il rêvait qu'il était poursuivi par la police, qui est un rêve quand même assez récurrent, classique. Mais il disait, voilà, je rêvais que j'étais toutes les nuits, je rêvais qu'il y avait les flics qui me couraient après. Et il a aussi été influencé par la personnalité de Gérard Depardieu. Allez, vas-y, Bergamo. C'est tout bon, au rut, ma brute. Biroute, toute. Qu'il connaissait quand même depuis quelques années, puisqu'ils avaient déjà fait 2 films ensemble, Les Valseuses et Préparez vos mouchoirs. Et il pensait tout le temps à Depardieu avec un couteau, Tiens, regarde. comme ça, qu'il aurait dans sa poche, et il se disait, tiens, si Depardieu se baladait dans le métro avec un couteau, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, il a essayé de marier tout ça, et ça a donné un petit peu Buffet Froid, qui est moi le premier film que j'ai vu de Bertrand Blier, en fait. En salle, tu l'as vu? En salle, et je crois même, parce que les autres, je les ai découverts à la télévision, d'abord. Simple déchirure superficielle du testicule gauche. Puisque Les Valseuses, moi j'étais trop jeune, Préparez vos mouchoirs, je crois que j'étais trop jeune aussi quand c'était sorti, parce que c'était des films qui avaient une interdiction au moins de 18 ans ou de 13 ans à l'époque. Et donc c'est le premier que j'ai vu en salle, et quelque part, c'est pas forcément le plus représentatif, parce que moi ça avait longtemps été mon préféré, c'est peut-être plus maintenant, mais j'avais vraiment adoré ce film-là. Et bizarrement, les films de Blier, il est un peu unique dans son genre, parce que souvent c'est des comédies de mœurs. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
C'est des films où le sexe a une grande importance, hein, où c'est toujours des histoires de femmes frigides, de mecs qui n'arrivent pas à bander, de types qui se tapent des filles moches alors qu'ils vivent avec des femmes sublimes. Non, mais vraiment, vous êtes tous les mêmes. C'est jamais de votre faute, vous y êtes jamais pour rien. Les femmes pleurent, vous comprenez jamais pourquoi, vous comprenez rien. Enfin, il y a toujours quand même la sexualité et les rapports hommes-femmes qui sont quand même au cœur des films de Blier. Hein, et c'est souvent des films qu'on a accusés d'être très misogynes. Toute ma vie, j'ai été poursuivi par une malédiction. À chaque fois qu'une femme me voit, faut qu'elle s'emballe. Tiens, voilà Albert, ça y est, elle a l'œil qui s'humecte. Et qui peuvent vraiment aujourd'hui, à mon avis, poser des problèmes, hein, parce que c'est quand même vraiment très très libre. Il se remet à me faire l'amour, lentement, en m'embrassant. Et alors là... Ouais, bon bah, ok, ça va, on a compris. Non, mais alors là... Et ce serait un peu cancellé, je pense, aujourd'hui. En tout cas, quand tu vois Les Valseuses ou que tu vois Préparer vos mouchoirs. Mais disons que bon, Buffet froid ne joue pas là-dessus, c'est-à-dire c'est plus quelque chose. Moi, j'avais pas la culture à l'époque pour pouvoir l'identifier, mais quand j'ai découvert les films de Buñuel après, comme Le Fantôme de la Liberté. Ouais, il y a Madame Calmette, vous vous mettez là, Elisabeth là. Comme Le charme discret de la bourgeoisie, il y a quand même une parenté avec ça. C'est ma tournée maintenant, sacré nom de Dieu. À boire pour tout le monde. Des fois avec des films comme un peu Le Locataire de Polanski. Tout le monde excepté lui. Ou le théâtre aussi de l'absurde, hein, c'est-à-dire des pièces comme En attendant Godot. Enfin, on voit très bien tout ce que ça a pu générer comme influence sur Blier dans ce film-là. Celle-là, c'est moi qui l'ai dessinée. C'est une tarentule lycosa. Ah non, ça m'a fait, c'est une mygale. C'est une espèce qu'on trouve pas en France, malheureusement. Moi, en le voyant, ça m'avait fait rire. Je me souviens que j'étais allé avec des copains qui avaient à peu près mon âge. Je ne sais plus quel âge j'avais, c'est 79, donc je devais avoir 15 ans, 16 ans. Eux, ça les avait pas fait rire du tout, quoi. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'ils pensaient voir La Chèvre ou Les Compères, j'en sais rien, tu vois, mais ils se disaient, on va se marrer. Et ça les avait pas. Vraiment, c'est un humour, je pense, qui ne parle pas à tout le monde. Hein. C'est un humour noir. C'était un gros échec, et il paraît même qu'il y avait des gens qui sortaient de la salle au milieu. Oui, mais ça m'étonne pas. Non, mais ça m'étonne pas parce que je pense que la communication n'avait pas été faite là-dessus. Les gens pensaient que ça allait être un film où on allait vraiment se marrer. Alors que bon, dans le cinéma français, c'est un film quand même assez unique. C'est-à-dire que c'est pas une veine comique vraiment qu'on trouve beaucoup chez nous. Faut remonter presque, je sais pas moi, à des films comme Drôle de drame. Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que... C'est dangereux de jouer avec ce genre d'instrument. Tu vois, de Carnet. Et encore, Drôle de drame, je crois, se passe en Angleterre, hein, puisque c'est un film qui est... Ça y fait penser aussi, parce qu'au milieu de gens complètement déjantés, fous, décalés, il y avait aussi des tueurs. Voilà. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. C'est drôle. Ouais. Donc l'atmosphère où il y a une ville où il y a un tueur qui sévit, la description de la solitude. Bon, et là il y a quand même un principe dramatique assez marrant. Enfin, le comique est généré par ça, c'est que souvent les personnages ne font absolument pas ce qu'ils sont censés faire. Je pense à elle. À qui ? À votre femme. Ah, faites comme moi, mon vieux, oubliez-la. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils bifurquent vers une réaction qui n'est pas du tout la réaction que normalement un personnage aurait, hein, notamment quand tu as Depardieu qui dit à Blier « Je vous présente l'assassin de ma femme », et le mec est flic quand même « Bonjour, comment ça va ?» Ou alors tu as cette espèce de style d'humour aussi qu'on peut voir dans Le Fantôme de la Liberté. Que puis-je faire pour vous ? Notre petite fille a disparu. Quand ? Il y a à peine une heure, en arrivant à l'école. Tu sais, quand Rochefort a sa fille qui a disparu et qui va voir les flics en disant « c'est ma fille, la fille est avec lui, elle a disparu ». Nous allons d'abord remplir une fiche de disparition. Vous avez bien fait de l'amener, ça nous facilite beaucoup les choses. Viens ici, mon petit. Et tu vois tout le monde commencer à la chercher alors qu'elle est devant eux, quoi, tu vois. Donc je pense que ça, c'est une sorte d'humour qui plaît bien à Blier. Allez, frappe, vieille pute. Plus fort. Encore. Oui, comme ça. Plus fort. Oui. Je suis un porc. Je suis une ordure. Je suis pourri. Mais bon, qui parle pas à tout le monde, hein. Alors que curieusement, dans les années 70, il paraît quand même que les films de Buñuel, style le Fantôme de la Liberté et tout ça, étaient des gros succès. Bon, je pense que même en 79, ça aurait plus été le cas. J'en ai marre de la symétrie.
Mais je pense que voilà, que ces films-là, les gens ne savaient pas comment les recevoir. Je pense à l'époque, comme ça, Depardieu, avec quand même, c'est un truc extrêmement. Les rues sont vides, tu vois, il y a une espèce de stylisation. Par moments, on se croirait même dans des dessins de Sampé, tu sais, où tu as des espèces de grandes tours avec juste une fenêtre allumée. T'as Depardieu qui vit tout seul dans une tour avec sa femme, et puis tout d'un coup, on n'est plus tout seul dans la tour, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes mon premier voisin. Je suis vraiment content que vous soyez là. On va se sentir moins seul. C'est un espèce de monde solitaire. On rejoint l'origine du film, ça ressemble à un cauchemar. Ouais. Toute la durée du film et les réactions des gens ramènent au cauchemar. Oui, puis t'as par exemple Depardieu qui dit à un moment « Oh, mais je rêve de flic, et qui je croise dans le couloir? Un flic !» Tu vois, puisque quand tout d'un coup il dit que Blier... ça rejoint effectivement le rêve de Blier qui inspire le film, et il est inspiré également par l'idée de meurtre gratuit, si tu veux. Parce que là, on a affaire à des serial killers français, mais des serial killers quand même. Et c'est vrai qu'il y a un côté, on va parler du côté lynchien aussi du film, puisque tu parlais de cauchemar réveillé. Gordon, it's 10:10 a.m. on February 16th. I was worried about today because of the dream I told you about. Ça, c'est bon aussi. David Lynch, alors ça, c'est un mec sur lequel je pompe. Pas quand je tourne, je pompe. Par exemple, quand je sais pas comment faire un plan, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il ferait ce con de Lynch? Alors il ferait ça, il se mettrait là, puis il ferait ça, d'accord. Bah faisons-le, alors on le fait, ça marche. Oui, mais et Kubrickien aussi. Ouais, mais oui, il y a un côté Orange Mécanique au début dans l'endroit où habite Alex, tu vois, dans Orange Mécanique, tu vois la tour où habite Depardieu, il y a un peu une espèce d'architecture ville nouvelle, un peu comme ça. Et la façon dont Serrault est allongé dans le RER rappelle le clochard dans le tunnel. De toute façon, il s'en était pas caché, hein, même au moment des valseuses, il avait dit que Orange Mécanique était une influence. Oh, la musique. Oh, le France. Et l'utilisation du classique aussi, de la musique classique, effectivement. Même s'il n'y a pas du tout la stylisation, mais voilà, moi je trouve quand même que c'est un film qui est assez atypique. Hein. Alors il faut aimer le cinéma un peu atypique. J'ai quand même pas épousé un assassin. Parfois il vaut mieux épouser un assassin que rien du tout. Et puis moi c'est le premier film, je me souviens vraiment, hein, puisque j'étais quand même assez jeune encore à l'époque, hein, j'avais pas beaucoup de culture cinéma, notamment de culture cinéma française. Moi c'est vraiment, je crois, le premier film où j'ai vraiment vu Gérard Depardieu, parce qu'à l'époque Depardieu il jouait, tu vois, dans Rêve de singe, des trucs qui n'étaient pas forcément des films que les ados allaient voir. Il n'avait pas encore fait les films de Francis, qui est très grand public comme ça. L'année suivante. C'était plutôt un acteur qui jouait dans des films d'auteur. Mais il est assez fantastique parce que dans le rôle d'Alphonse Tram, il ferait la méthode un peu à sa manière, vu qu'il ne quitterait jamais ce manteau de tout le tournage. Ouais. Tu manges avec ton manteau maintenant? J'ai froid. Ça fait pas très intime. On dirait que t'es en visite. On est tous en visite. On débarque, on fait un peu de tourisme et puis on repart. Et il a une espèce de côté presque Travis Bickle vu par Kafka. Oui, mais avec. Alors moi, c'est ça qui m'avait fait rire, hein, et je trouve qu'une part du comique vient de là. C'est cette espèce de diction qu'il a, quoi. Tu vois. Oh, tu vois, du côté. Oh, mais alors, tu vois. Enfin. Oh merde, mais c'est pire qu'une gonzesse. On a l'impression que ça crée une distance un petit peu par rapport à la situation. Surtout à la fin où il se met à chanter « Mais je ne veux pas mourir » ou là tout d'un coup il part carrément dans un truc tout à fait Et cette diction-là, il l'a eu après dans beaucoup d'autres films. Hein, mais moi je me souviens que c'est la première fois que je voyais Depardieu jouer comme ça, avec cette espèce de détachement. C'est pas toi qui la choisiras ton hépatite, c'est elle qui te choisira. Personne n'est libre. Bah ça c'est ce qu'on va voir. Il y retourne. Tu vois, sa femme est morte, finalement tu vois bouffer sa soupe tout seul, il a pas l'air spécialement triste, tu vois. Il y a un côté enfantin, hein, dans ce rôle qu'il a un peu perdu après par la suite, mais la façon de parler, etc. Et puis on dirait en fait un grizzly avec une tête d'enfant, quoi. Ouais. Et moi je me souviens à deux acteurs plus mûrs, plus âgés, qui sont Carmet et Blier. Et moi je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu En attendant Godot au théâtre, si tu veux. Et je me souviens que le tout début de Buffet froid, tu vois, quand il rencontre Serrault dans le RER, hein, ça me faisait penser à ça, quoi. Tu vois, complètement. Un petit peu, le nombre de cours de théâtre où j'ai vu cette scène jouée par des élèves. Qu'est-ce que vous regardez? Qui? Moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous regardez? Rien. C'est effectivement complètement du théâtre, mais en même temps avec la beauté des images de Jean Panzer. Et je voudrais faire aussi un shout-out à Yves Agostini qui fait le cadre, et que j'ai contacté pour l'émission et qui m'a dit qu'en fait, tout était tourné en décor naturel, sauf les intérieurs de la tour et l'escalier de la tour. Ça se voit, Un coup dur!
Mais ça donne une ambiance encore plus onirique, effectivement, au film. Alors, Bertrand Blier sort d'un gros succès avec Préparez vos mouchoirs, où il a l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Et effectivement, celui-ci ne rencontre pas du tout son bon public et devient ce qu'on appelle un film culte, véritablement, avec le temps. Pourtant, je crois qu'il a fait quasiment 800 000 entrées à l'époque, tu vois, ce qui est quand même pas non plus un bide noir. Mais qui peut-être à l'époque où le cinéma marchait vraiment bien était considéré pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Quand tu faisais pas le million avec des acteurs comme Depardieu et tout ça, c'était considéré comme une déception. Mais je sais pas combien avait fait pour Préparer vos mouchoirs, parce que c'est quand même extrêmement scabreux. C'est pas un film grand public non plus, puis c'était quand même un gamin de 13 ans qui couche avec une femme. On est mort d'être un enfant. Non, mais il était auréolé de cet Oscar que les Français n'avaient pas eu souvent, effectivement. Oui, mais c'est pas parce qu'un film français avait un Oscar que ça cartonnait après. Regarde la Victoire en chantant, ça avait eu un Oscar, ça avait pas marché. Mais c'est les films qui traitent de sexe de manière un peu décalée, un peu osée, qui attiraient beaucoup le public à l'époque. Alors c'est vrai que quand tu vois Préparez vos mouchoirs, c'est pas un film de sexe du tout. Ah bah non. Mais je pense. Et puis t'as une femme qui fait la gueule tout le temps, et puis qui en gros connaît la jouissance avec un gamin de 13 ans. Bon, c'est quand même pas un truc. Ce qui est fort dans Préparer vos mouchoirs, c'est qu'il n'a pas fait Les Valseuses 2. Un peu comme quand mon père fait Les Compères ou Les Fugitifs, il ne répète pas le même film. Oui, mais je pense pas des rôles très différents à Devers. Ça n'a pas eu le même succès que Les Valseuses. Non, Les Valseuses, c'était un truc très choc, à l'époque, très novateur. C'était effectivement. Oui, mais t'as un peu l'impression que Blier, là, avec Buffet froid, se dit, il essaye d'explorer une autre veine, tu vois, où il essaye un peu d'être buñuelien ou d'être un petit peu beckettien. Et puis, il n'y a pas de femmes. Il y a des petits rôles de femmes. T'as Geneviève Page. Bonsoir, madame. Police. Votre mari vient d'être assassiné juste en dessous. Je vous attendais, je suis prête. Ma valise est prête. Donnez-moi 2 minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Oui, mais c'est pas un rôle principal, tu vois, c'est pas un trio. C'est pas mais c'est quand même la nympho, tu vois, qui est là à croiser les gens. Elle traverse le film assez brièvement par rapport à ces 3 types. Et puis t'as cette présence de la mort quand même qui est dès le départ, tu vois, genre t'as Blier qui dit je suis veuf, après t'as Geneviève Page qui est tout en noir parce que son mari Jean Rougerie a été tué. Comment tu le sais que je suis veuve? Et puis t'as Carole Bouquet à la fin qui est carrément la représentation de la mort, tu vois. Ah non, merde. Ça va pas recommencer. Il y en a marre des flingues, il y en a marre des cauchemars. J'aimerais bien vivre un petit peu normalement, moi. 5 minutes. Donc t'as la mort qui est associée aux femmes. Vous n'avez pas tué un médecin, là. Tu n'as jamais tué personne, toi? Si, bien sûr. Quelques erreurs de diagnostic. Bon. Non, c'est un film vraiment... Alors moi, en le revoyant, il y a par moments, je trouve quand même que il y a quelques scènes qu'on aurait pu couper, tu vois, des trucs, enfin tout le truc avec les musiciens là, dans le pavillon quand ils vont au concert. Je trouvais que c'était un peu longuet. Ce qui est très drôle, c'est la scène avec les flics qui envahissent la tour. Et on a Riffard, tu sais. Ce qui est très drôle, c'est que ces flics sont pas très loin de ce qu'on appelait les Keystone Cops, tu sais, qui étaient les flics qui poursuivaient Chaplin ou Laurel et Hardy. Ils sont absolument parodiques et burlesques. Il y a une réplique géniale, c'est quand le flic, peut-être Riffard, je sais plus, dit à Blier, patron, on a trouvé un cadavre. Laissez tomber, elle est avec nous. Et Blier répond, oui, il est avec nous. Il y a des scènes, moi j'ai trouvé ça, c'est une vraie comédie noire. On rit beaucoup, je trouve, avec cet humour décalé, bliesque. Mais donc le film a quand même le César du meilleur scénario. Mais le public passe à côté. Ce qui nous amène au casting du film avec Philippe, le héros de la résistance. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais évidemment, ce qui m'a frappé en le revoyant, parce que maintenant on a le recul des années, c'est que c'est un casting familial. C'est que des gens qui ont déjà travaillé ensemble. C'est Blier qui tourne avec son fils, Blier qui avait déjà tourné avec Depardieu qui était le meilleur ami de Carmet. Donc tout ça, c'est des gens qui se connaissent très très bien, qui s'adorent, qui ont été amis toute leur vie. Ouais. Et Carmet était plus qu'un ami, c'était presque un père spirituel pour Depardieu. Ouais. Donc voilà, il y avait cette espèce de chaleur qui se dégage immédiatement et qui fait accepter que dès leur rencontre, dès qu'ils se serrent la pogne, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ouais. C'est moi qui l'ai tué. Entrez. Ça le fait complètement accepter. Mais c'est drôle d'avoir cette différence d'âge, effectivement, entre Alphonse Tramm et les deux autres. Ça donne une couleur particulière au film. Tu sais, je crois avoir lu il y a longtemps que Blier et Carmet avaient beaucoup aidé Depardieu à un moment. Ils avaient craqué complètement en le voyant au théâtre ou en jouant avec eux au cinéma. Et ils le poussaient en avant, ils en parlaient à tout le monde.
Mais vous connaissiez, ça, avant que tu continues le casting, cette anecdote comme quoi Carmé et Depardieu partaient à la fin du tournage ou même pendant le tournage et allaient s'inviter chez les gens quand ils travaillaient en province. Et ils arrivaient, les gens étaient ravis de voir arriver ces acteurs et ils bouffaient comme des chancres, ils vidaient les frigidaires, si tu veux, ils buvaient tout ce qu'il y avait dans la cave. Mais c'est des gens qui... Et Jean-François Stévenin aussi faisait ça. J'avais tourné un film avec lui et des fois on ne savait pas où il était. Il me disait, je suis allé dîner chez le mec qui vend des pastèques au bord de la route. Là, c'était génial. Tu seras privé de foot dimanche. Oh non, mon père, soyez pas vache, pas le foot. Petit misérable. C'est pas moi, mon père, c'est elle qui a commencé, c'est la Claudine. C'est toujours elle qui commence, petit imbécile. Mais Blier et son père, le père et fils ont fait 3 films ensemble. Vous cherchez quelqu'un? Oui, mais ça doit être au-dessus, excusez-moi. Tu les as vus, toi, Si j'étais espion et Calmos? Non, Si j'étais espion, je l'ai pas vu. Calmos, il me semble que je l'ai vu, mais j'en ai pas. C'est très bien, Si j'étais espion. Ah ouais, j'étais un espion. Hein. C'est ça le titre? C'est Si j'étais un espion. Ouais. Vachement bien. Il y avait un très beau duo entre Blier et Kremer. Qui jouait un espion chargé de l'éliminer, etc. Il devenait malgré tout à ses copains. Et c'était vachement bien ce film. Drôle. Et Calmos était également passé un petit peu à côté du public. Oui, Calmos, moi je l'ai vu, j'avais pas trouvé ça bien. Enfin, il y a un moment où c'était too much, quoi. C'est rare que j'ai pas vu Calmos. Je l'ai en DVD, moi. Descendez-moi, flinguez-moi, c'est tout ce que je mérite. Moi, je me souviens avoir rencontré Carmet une fois, parce que quand j'étais à la Fémis, il était venu une fois, on avait quasiment passé une demi-journée avec lui, c'était une sorte de truc où il venait parler du métier d'acteur, parce qu'il était copain avec Jean-Claude Carrière, qui était le président de la Fémis, et je me souviens d'un type, mais qui était incroyablement sympathique. Il a fait Le Grand Blond avec mon père, puis Les Fugitifs, il disait à Francis d'ailleurs que c'était les 2 films pour lesquels les gens lui en parlaient le plus souvent. Bonjour mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Hein. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Est-ce que vous pouvez nous conduire à la gendarmerie la plus proche? Si vous voulez. Je sais pas si, par exemple, l'apparition de Carole Bouquet à la fin était prévue dans le scénario, mais j'avais eu l'impression qu'il a trouvé l'idée, peut-être après, de boucler la boucle en faisant que c'était la fille de Serrault. Ouais. Tu vois? Donnant une symétrie au film kubrickien. Et tout d'un coup, ça se boucle. Et il y a un aboutissement, et il y a une punition, et il y a voilà. Ouais. Et je trouvais ça pas mal en fait, en réalité. Et je trouve quand même que le film retombe un petit peu après que Carmé soit mort. Et, quand on a perdu Carmé et Blier, et qu'on reste juste avec Depardieu qui se met à chanter sur ce bateau. Oui, mais il reste quoi, 5 minutes? Oui, il reste pas grand temps. Qu'est-ce que vous lui vouliez à Alphonse Tram? C'était simplement pour le tuer. Alors, on va continuer dans le casting et tu vas nous parler un peu de... Mais d'abord, je tiens à dire que c'était monstrueux cette scène avec Jean Benguigui, tu sais, qui est venu pour les tuer. Ah bon, fallait le dire. C'est lui. Et il lui montre du doigt, c'est-à-dire qu'il les deux, Depardieu et Blier, le dénoncent. Oh, vous êtes vaches les mecs, merde! C'est monstrueux. Alors qu'ils étaient copains, ils étaient partis en vacances ensemble. Justement, tu vas nous parler de tous ces grands acteurs comme Benguigui ou Rougerie qui sont comme les acteurs de l'entre-deux-guerres. C'est les gens extrêmement excessifs et magnifiques qui peuplent un film. Je vous préviens, j'ai sommeil. Je traverse une période de chamboulement, ma vie est sans dessus-dessous. J'ai besoin de récupérer. Personne ne vous empêche d'aller dormir. Montrez-moi seulement où je peux ranger mes affaires. Mais Geneviève Page, elle a joué dans des films américains. Elle a joué dans la vie privée de Sherlock Holmes. Dans le Cid aussi. De Billy Wilder. De Billy Wilder, ouais. C'est ça. Je ne suis pas française. How can she say she's not French? In French. Vous êtes belge de Bruxelles. Bruxelles. Ah oui, donc Geneviève Page, c'est une superbe actrice. Ouais. Complètement étrange. Si jamais vous m'entendez crier dans vos bras, ne vous effrayez pas. Il m'arrive de partir très très loin. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté, la tour est quasiment vide. Avec sa voix grave et ses sautes d'humeur comme ça, je la trouve super. Et dans Buffet froid, elle est formidable. Fantastique. Est-ce que tu as déjà remarqué le nombre de gens qui dans le métro ont des têtes à se faire assassiner? Non. C'est fou ce qu'il y en a. Et moi? Est-ce que j'ai une tête à me faire assassiner? Il y a Liliane Revers qui fait sa femme au début, qui est une des agents de la série 10% maintenant, plus récemment. C'est ça. Et qui joue la mère dans Harry, un ami qui vous veut du bien. Elle fait la mère de Laurent Lucas. Quoi. Absolument, elle est formidable. Elle est fantastique, ouais. Pourquoi tu viens pas te coucher? Je fume. Il est tard. Tu vas pas passer la nuit à fumer cigarette sur cigarette? Tout ça. Écoute, il y a Rougerie, qui a un excentrique.
Alors moi, j'ai un copain qui était l'assistant de Blier sur Préparez vos mouchoirs. Il n'a pas fait Buffet froid, mais il paraît que Rougerie jouait souvent dans les films de Blier, quoi. Mon nom ne vous dira rien. Par contre, j'ai à vous parler de quelque chose qui vous dira quelque chose. Il paraît qu'à l'écran, les metteurs en scène étaient fascinés parce qu'il avait une diction, et c'est vrai qu'il est formidable. Oui, il fait penser à Larquet, tu sais, ou Carrette, ou tous ces plus gens tard qui, Michel Perlon. La machine est lancée. Vous connaissez tous, bien sûr, l'anecdote de la voiture, où ils se sont mis à péter comme d'habitude, et ils l'ont asphyxié Rougerie. Ah non, je connaissais pas, moi. Ils mangeaient des œufs, etc., et des faillots. Oh. Ils sont allés le tuer véritablement avec des Non, parce que Depardieu et Carmet, je crois, pétaient beaucoup tous les deux. Ouais, et je crois que Carmet pouvait péter à volonté. C'était un pétomane naturel. Et ils arrêtaient pas de péter tout le temps. Et d'ailleurs, mon père l'a raconté sur Les Fugitifs. C'était un cauchemar. La scène du vétérinaire, il était obligé de. C'était des enfants, tu vois ce que je veux dire. Ça suffit, il leur disait comme ça et tout. Et c'était pour eux, ils se lâchaient complètement, quoi. Et donc Rougerie a beaucoup souffert dans cette voiture. Le con, tu fermes ta gueule au chire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur L'intro avec le grand Michel Serrault. Bon, bah alors, vous me suivez? Oui. Pourquoi? Besoin de compagnie. Ma compagnie, pourquoi faire? Pour parler, les gens ne se parlent plus. J'ai pas envie de parler. Qui est un caméo d'ailleurs, il n'est pas cité au générique. Oui, parce que c'est un autre acteur qui jouait au départ. Tu sais qui? Jacques Rispal. Bravo. Ah, j'adore Jacques Rispal. Ils ont tourné les scènes avec Rispal. Mais il paraît que Blier n'était pas satisfait, donc comme Kubrick dans Eyes Wide Shut, il a changé Ça l'acteur. arrive que les actes des metteurs en scène un peu puissants, entre guillemets, après 2 semaines de tournage avec quelqu'un, le chant, c'était arrivé toi ou pas Non. Ouais. Non. Ah bah, il y en a eu plein. Kubrick, c'était quand même très fréquent. Dans Barry Lyndon, il a pris Oscar Werner pour jouer le capitaine Pottsdorf, et au bout de 4 semaines, il l'a viré, et il a pris Hardy Kruger. Mary Richardson dans Eyes Wide Shut, c'était la comédienne qui jouait Holly dans... Hunter, non? Non, c'est celle qui jouait dans Existence, là, et dans Jeune femme partage appartement. Jennifer Jason Leigh. Bravo. Et Harvey Keitel aussi. Harvey Keitel. Harvey Keitel qui a également été viré d'Apocalypse Now pour être remplacé par Martin Sheen. Ouais. En gros, il a tourné avec Kubrick et Coppola, mais genre une semaine ou deux, quoi. Et donc, pour revenir à Michel Serrault, alors c'est vrai que c'est une remarquabilité. Je savais pas qu'il avait remplacé Rispal, tu vois. Ouais. Mais la scène avec, alors que j'adore Jacques Rispal qui a un second rôle magnifique, je pense qu'il avait pas ce qu'il voulait parce que il fallait quelqu'un de la taille tu vois, de talent de Depardieu. Enfin, du talent et de présence et de charisme. Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un? Pardon? Et à l'époque, Serrault avait tout ça. Il était dans son excellente période. Exceptionnel. Et tout d'un coup, tu avais Depardieu face à un égal, quoi. Et donc, il était dans Préparez vos mouchoirs aussi, Serrault. Ouais. Merde, vous êtes jeune, quoi, non? Oh, mais vous le tuez, putain! Mais là, ce rôle, c'est vrai, quand il est mort, mais pas mort, tu vois, c'est le premier moment où tu commences à te rendre compte que c'est peut-être un cauchemar et que c'est peut-être pas tout à fait normal ce qu'on regarde. Absolument. Tu vois, vous oubliez votre couteau alors que le couteau est dans son ventre. Ouais. Sans parler que vous pouvez être amené à en avoir encore besoin. Il est efficace. Mais t'as quand même un côté dans ce cinéma-là qui est très théâtral, hein, quand même. Tu vois quand même plein de scènes, ça pourrait être du théâtre. Et ça, c'est vrai de plein de scènes de Blier. Hein, voilà, très, très écrit. Mais il y a d'autres très grands second rôles, parce qu'on voit Michel Fortin, qui est fantastique. C'est beaucoup d'acteurs qui ont tourné avec mon père aussi, Francis Weber, et Marco Perrin, qui est fantastique aussi, qui avait été merveilleux dans Les Valseuses, où il avait cette scène où il dansait quasiment avec Depardieu. Elles sont belles tes oreilles là. Ah oui? Vachement bien dégagées. Méfie-toi, Etienne, et des fois que je les frictionne un peu. Tu vas au coiffeur tous les samedis, toi, hein? Ah non, ça, le samedi, je travaille. Ah ouais. Mais je pense que c'est un metteur en scène qui avait des acteurs qui lui correspondent. C'est quand on a souvent parlé de ça, hein, c'est-à-dire des metteurs en scène qui tout d'un coup, quand ils ont plus les acteurs qui sont leurs acteurs fétiches, hein, que ce soit, je parle aussi bien de Gérard Houry avec De Funès ou Bourvil que là par exemple Blier, quand il a plus eu son père ou Depardieu, ça donne, tu vois, des trucs comme Le bruit des glaçons avec Jean Dujardin et Dupontel qui sont pas fondamentalement mauvais, mais tu te dis qu'avec Depardieu et avec ça aurait été mieux, quoi, tu vois, tu sens qu'après ils essayent de prendre des déclinaisons. Blier, il avait dit un truc qui était assez émouvant d'ailleurs, il disait que quand il écrit, n'importe quel personnage, même quand ils sont 2 ou 3 dans la scène, dans sa tête, il dit les répliques comme son père. Il dit, il n'y avait que mon père qui arrivait à dire mes répliques comme je les ai écrites. Ah ouais. Donc tu vois, c'est effectivement... Moi, en revoyant ce film il y a une semaine, c'est Bernard Blier qui m'a le plus impressionné. Tu sais qui je suis? Non. L'inspecteur principal Morvandio.
de Paris. Le héros de la résistance? En personne. Merde! Parce qu'il a une justesse, il a une folie. Et vraiment, il est incroyable dans chacune de ses scènes. Ils ont tous les mêmes fringues dans le film, tout le temps. Quoi. Tout le temps, ouais. T'as l'impression qu'ils gardent le même costume, que Blier dort avec son costume. Parce que ça se passe en une nuit, quasiment. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Ça renforce le côté cauchemar effectivement, du film. Et Blier, il a toujours été un pas vide, tu sais, il réagit très, très impassible, sans manifester la moindre émotion. Ouais. Et là, c'est vachement bien exploité. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, quand il dit, voilà l'assassin de ma femme, et qu'il dit monsieur... Oui, puis t'as quand même toute la partie, c'est quand même un film qui se passe à 80% de nuit, quoi. C'est-à-dire que dès que t'es dans les villes, enfin dans les pavillons de banlieue, tout est la nuit, hein. Et t'as la coupure après, où quand on est à la campagne, on est le jour. Ouais. Tu vois. Et quelque part, c'est presque aussi angoissant le jour à la campagne que la nuit dans la ville. C'est-à-dire, il arrive à rendre la campagne flippante. Ouais, moi j'ai eu l'impression, tu sais, quand on les voit d'un seul coup comme ça en plein jour sur des transats avec des couvertures sur les jambes, on aurait dit 3 rats qu'on avait sortis de leur terrier, tu sais, et qui se retrouvaient en pleine lumière. Elle m'angoisse cette forêt. J'adore quand il dit c'est vraiment le troisième âge. Mais toutes les répliques du film sont cultes. Ah oui. C'est vraiment un dialogue ciselé, magnifique de Blier. C'est un de ses films les mieux dialogués. Et c'est vrai que quand je parlais du côté lynchien, quand tu as Depardieu qui est seul dans cet appartement, on n'est pas très loin des Razorhead avec de la couleur, si tu veux. Oui. C'est ce même univers cauchemardesque de tours et de pour moi, c'est plus Buñuel, quoi. Ouais. Parce que Lynch, moi, je trouve que déjà chez Lynch, il y a des choses qui font un peu Buñuel aussi. Hein, quoi. Dire, quand tu vois le Razorhead et le chien andalou, il y a quand même une parenté. Mais t'as quand même vraiment... t'as quelque chose, pour moi, qui me fait plus penser à Buñuel, quoi. Je peux pas supporter la vue de ce musicien. Lequel? Le violoncelliste. Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. Quoi, vous n'aimez pas le violoncelle? J'ai horreur de ça. Moi, il y a un truc qui m'a fait penser à Kubrick, c'est que Kubrick a beaucoup étudié Jung, tu sais, la part d'ombre jungienne, dont il en parle même dans Full Metal Jacket, et c'est un des sujets principaux de Shining. Et Carmet n'arrête pas de parler de son ombre. Il est suivi par son ombre et tout, etc. Il essaie d'échapper à son ombre. Donc, il y a un travail psychanalytique derrière qui est vachement intéressant aussi. Intéressant, et donc pas prétentieux, puisqu'il y a, c'est tempéré, si tu veux, par le côté écriture au fil de la plume, tu sais. Ouais. C'est-à-dire, tiens, et si je faisais ça. Ouais, t'as un peu l'impression, par moment, même la première scène, t'as un peu l'impression que c'est le mec qui s'est mis devant son bloc-notes et qui s'est dit, bon, jusqu'où je peux aller, tu vois, en faisant durer la scène. Il s'invite au voyage, en fait. Voilà. Et le miracle, c'est que ça marche. Non. Je savais que vous aimiez la musique de chambre. Alors, il y a très peu de musique, tu vois, c'est beaucoup de sound design, à part cette grande scène de musique. Il n'y a pas de musique à part les moments où tu vois des musiciens jouer, je crois, et puis la fin où tu vois Carole Bouquet avec... Ça t'a pas fait penser au château de Eyes Wide Shut, Fidelio, un petit peu? Moi, je vois pas tellement de rapport avec Kubrick. L'ascenseur rouge, quand même, non? Non. Il marche. S'il marche, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Mais qui? Mais j'en sais rien. Enfin, non, c'est avant Shining. Je sais, mais il y a une utilisation de la couleur rouge. Il y a un plan, en particulier. Rouge. Oui, c'est ça, t'as Blier qui se détache. Oui, mais je me demande si dans Buñuel, t'as pas des trucs aussi rouges comme ça. Vous avez vu comme il a l'air mélancolique? C'est vrai. Mais les lieutenants ont souvent cette air-là. Je crois vraiment que c'est plus Buñuel, et puis... T'en prie, arrête, dis-le, me lâcher. Par moments, moi, je trouvais presque des dessins humoristiques de Sampé, tu vois, ou des choses comme ça, quand tu vois le mec dans... Mais les gens disent Wells aussi. Le Wells du procès. Après, tu peux dire ce que tu veux, hein, mais je trouve que c'est quand même un cinéma qui est pas... Enfin, Kubrick, tu vois, c'est quand même... même s'il y a Orange Mécanique, ça peut faire rire de temps en temps, il y a des interprétations un peu outrées. Là, c'est quand même vraiment pas du tout la même chose. Et puis, stylistiquement, c'est difficilement comparable aussi. Et Blier s'arrête dans l'absurde, là où Buñuel s'arrêtait pas. Oui. Tu vois, par exemple, la scène dans... je crois que c'est le truc La Bourgeoisie, là. Il y a un moment, ils sont tous réunis autour d'une table pour dîner entre bourgeois, et ils enlèvent leurs pantalons et ils s'assoient sur des toilettes, en fait. Avant-hier, nous sommes allés à l'opéra voir Tristan et Isolde. Et c'était bien? Admirable. La Carlotta et Gelici étaient déchirantes. Quelle voix, quelle présence. Quand on parle de Kubrick, c'est drôle parce que cette scène du fantôme de la liberté, c'est pas le charme discret, c'est le fantôme de la liberté. C'est en fait la scène qui a inspiré dans Full Metal Jacket, dans les toilettes. En fait, tu vois que les mecs, ils ont des chiottes les uns en face des autres.
Alors, dans des chiottes, tu as rarement des cabinets, des chiottes qui sont posées où ça veut dire que tu seras en train de déféquer devant l'autre qui est en train de déféquer. Tu vois, il n'y a pas de. Pas pensé, mais c'est vrai. Ouais. Et Kubrick, j'avais lu une interview de lui, il me semble que c'était dans une interview qu'il y avait dans Première à l'époque, de la sortie de Full Metal Jacket, où il disait qu'il avait pour la disposition des cabinets, il avait été inspiré par le Fantôme de la Liberté, où tu voyais des gens qui étaient à table et qui étaient en fait les sièges étaient des cabinets de toilettes. Quoi. C'est génial. Pardon, on sauve la salle à manger, s'il vous plaît. C'est la dernière porte au fond du couloir à droite. Merci. C'est occupé. Oh, pardon. Mais dans les répliques cultes, c'est comme ce qui est drôle, c'est quand Blier dit moi aussi en général j'arrive trop tard. Tu sais, les flics sont très très incompétents et surtout très indifférents à tous ces meurtres. Ouais. Et j'aime bien aussi quand Geneviève Page dit ils me descendent et ils montent, tu sais, quand Rougerie. Oui. Mais il y a un côté Melville un peu aussi dans la description, tu vois, de paysages déserts, quoi, urbains, de nuit, avec le silence. Tu vois, le début d'un flic, tu vois, quand tu vois le hold-up sous la pluie avec la voiture, tu vois, t'as l'impression c'est pas pour rien que Blier avait comme chef décorateur Théobald Meurice, tu vois, pour beaucoup de ses films, qui avait fait Le Samouraï, qui avait fait beaucoup de films de Melville, où tu sais, l'appartement du samouraï, tu sais, où tu vois t'as l'impression que c'est des toiles peintes en gris, tu vois. Il y a beaucoup de films de Blier qui sont comme ça, notamment Tenue de soirée, et ça renforce la théâtralité des situations et du dialogue aussi. Et c'est pas réaliste. Mais il y a un truc qui obsède un petit peu Blier aussi, c'est le home invasion. Tu sais, c'est les gens qui entrent par effraction chez d'autres gens. On voit ça beaucoup dans Les Valseuses. Ouais. Je croyais que vous étiez divorcés. On était divorcés. Mais manque de bol, on vient de se retrouver, et maintenant on se quitte plus. Mais dans celui-là aussi. Mais ça scandalise personne en général. Hein. Ils entrent, ils se mettent à parler, quoi. Et ça, c'est Orange Mécanique, toujours. Vous nous avez piqué beaucoup de trucs. La routine. Bijoux, fourrure, argent liquide. Rien de vraiment bouleversant. Oui, ou même Tenue de soirée, je sais pas, quand ils rentrent dans les ils sont cambrioleurs aussi. C'est lequel, à toi, ton préféré de Blier, tu dirais ? Celui-là. Celui-là, ouais. Buffet froid, ouais. Buffet toujours froid. Celui-là, effectivement. Moi, j'arrive plus bien à faire un hit parade parce que moi, j'ai revu Préparez vos mouchoirs que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais moi, disons que ça s'arrête après. Je les aime tous à peu près bien, avec Calmos exception, jusqu'à Trop belle pour toi à peu près. Tu vois, quoi. J'arrive pas vraiment à dire tiens, celui-là est mieux que l'autre. Mais comme tu disais, on arrive à la campagne et c'est tout aussi inquiétant que la ville, en particulier quand ces oiseaux s'arrêtent de chanter. Et puis il y a une grande ficelle de film d'horreur, c'est que la voiture ne démarre pas, tu sais. Saloperie d'humidité. Moi, je dirais plutôt sabotage. Quand ils essayent de la faire démarrer, dans tous les films d'horreur, la voiture ne démarre jamais. Et Ben Guigui est exceptionnel parce que les assassins, les hitman, ressemblent probablement plus à Ben Guigui dans la vie qu'à Delon dans Le Samouraï, si tu veux. Je suis à la recherche d'un dénommé Alphonse Tram. Il a un côté fonctionnaire. Et tu sais que mon père a failli tuer Ben Guigui. Ah non. Si, avec la voiture, avec non. La voiture, la camionnette dans Les Fugitifs, c'est à la manière du Terminator I'll be back. Il revenait en défonçant le bar. Les mains sur le comptoir, la bim. Et on a dit à Ben Guigui, il n'y a aucun risque, tu peux te mettre là, etc. Le cascadeur a essayé avant. Et en fait, ils ont glissé sur les vitres de sucre qui cassaient la camionnette. Et il s'est pris le bar dans le ventre, etc. et tout. Il a vraiment failli y passer, si tu veux. Donc mon père a failli être responsable de la mort de Ben Guigui, qui heureusement n'a rien eu à l'arrivée, si tu veux. Il y a une autre épique que j'adore, que tu as mise sur Facebook, Philippe, c'est Prenons l'air dégagé. Prenons l'air dégagé. Oui, j'adore ça. C'est quand ils voient arriver Ben Guigui, ils sont tous les trois, ils regardent un peu en l'air. C'est remarquable, ça. Mais tu sens que c'est du sur-mesure, quoi. Tu sens que le mec, quand il écrit sa réplique, il sait comment Depardieu va la dire, tu vois, et qu'il y a un plaisir un peu comme quand Audiard écrivait pour Gabin, hein, quoi. Tu vois, tu sens que les mecs, c'est vraiment de tailleur sur mesure, quoi. Absolument. Il a été assassiné d'un coup de couteau dans le ventre, dans un couloir du métro. Alors, Carole Bouquet arrive tard dans le film. Effectivement, c'est la fille de Michel Serrault, on l'apprend. Bon, ça aussi, c'est peut-être un clin d'œil buñuelien. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. La fenêtre. Eh bien. Ferme la fenêtre.
Mais personne ne peut nous voir. C'est absurde parce qu'elle peut pas les avoir retrouvés, ils savaient même pas qui c'était. Elle est d'une très grande beauté, puis elle est avec cette espèce de voiture, cette vieille voiture noire. Je sais pas si c'est une Citroën ou je sais pas quoi. Non, mais t'en es à un point dans le film où tu te mets à accepter tout, quoi. C'est-à-dire que tu vois, t'es plus là à te dire, mais c'est pas très logique qu'elle les ait retrouvés, tu vois. C'est vrai, c'est comme si on est dans une logique de cauchemar et de rêve, tout peut passer. Et le film, heureusement, fait 95 minutes, c'est-à-dire que c'est un métrage de comédie. Et s'il avait fait 2 heures comme il aurait fait aujourd'hui, ça aurait peut-être été un peu pénible. Moi, j'ai trouvé qu'en le revoyant, j'ai trouvé une petite longueur à un moment, quoi. Avant qu'ils arrivent à la campagne. C'est l'orchestre, oui, c'est moi aussi. Non, mais quand ils vont dans le pavillon de banlieue, qu'il y a le truc avec les musiciens, il y a tout un passage là où tu te dis, ils auraient pu couper tout ça. Et Blier a un nombre de balles dans son flingue. Il n'arrête pas de tirer, il a 18 balles dans son flingue. Complètement, il est surréaliste aussi, ça. Mais vise un peu! Vise! Mais je vise, merde! Et c'est vrai que cette dernière scène où ils sont en barque, sans mauvais jeu de mots, ça rame un peu quand même, littéralement. Oui, mais parce que c'est con. Alors là, c'est totalement absurde. Pourquoi Depardieu se retourne contre Blier à ce moment-là et le noie? Fais pas le con, je sais pas nager! Tu sais pas nager? Mais non! T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi? Parce que je vais te pousser. Mais non! Mais si. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ils ont dénoncé Carmé avant? Oui, mais pourquoi il a tué Serrault, tu vois? Enfin, il y a un moment où tout d'un coup il tue comme ça, là, c'est lui-même ne sait pas. Quoi. Voilà, il s'en rappelle pas. Dans les anecdotes, Blier était terrorisé sur cette barque parce qu'il avait peur de véritablement tomber, de se noyer, et il s'est dit mon fils va me tuer. Quoi. Le comique vient aussi de prendre des acteurs très franchouillards. Dont certains sont associés à la comédie pour les mettre dans un film comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que s'il avait mis des mecs plus, tu vois, Bruno Kremer ou des gens comme ça, je pense que ça faisait pas le même effet, quoi. Je viens de buter 5 musiciens. Je vais pas me gratter pour un chômeur. Parce que Blier, tu te marres déjà quand tu le vois, quoi. Tu vois, Bernard. Et puis Jean Carmé en Ted Bundy, aussi, en assassin de femme, c'est déjà drôle comme postulat. Ça a le côté le drôle de drame dont tu parlais. Moi, je tue les bouchers. Tu sais, c'est ça. Et le début, la première scène avec Serrault dans le RER, moi, ça m'a fait penser à l'ami américain de façon spectaculaire. Tu te souviens, il y avait une longue scène dans le même RER. Ça vient aussi parce qu'à l'époque, le RER, tu le voyais pas encore beaucoup dans les films. Quoi, tu vois, et je pense que l'ami américain, ça doit être un des premiers. Peur sur la ville, c'était aussi le RER ou c'était le métro? Je crois que c'était le métro. Il y avait le film de Yves Boisset aussi, tu sais. Mais disons que c'est le prix du danger. Le RER n'était pas encore un décor qu'on voyait beaucoup dans le cinéma français. C'est très beau d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une beauté plastique dans ce film. Oui, mais c'est vide. Tu vois, il n'y a pas un figurant, quoi. C'est-à-dire que tu as Depardieu est seul et puis il tombe sur Serrault. Il n'y a pas un seul autre personnage. Alors tu as quelques clodos après, je crois, qui sont couchés dans un couloir là quand ils trouvent Serrault mort. Il y a 2-3 autres mecs qui sont allongés, mais c'est vraiment il n'y a pas âme qui vive. Tu vois, c'est vraiment des décors extrêmement vides tout le temps. C'est ça qui donne cette impression théâtrale. Ouais. Et même les pavillons de banlieue, ils tombent sur un mec et le mec il a un couteau dans le dos et il tombe, tu vois. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a personne de vivant là-dedans, quoi. Et où le terrain vague où la femme est retrouvée morte. Alors il y a quelques flics, tout d'un coup tu vois les flics, là il y a beaucoup de monde tout d'un coup, quoi. C'est complètement absurde ces flics. Et l'acteur, tu sais, qui joue le flic en uniforme, qui était un peu le bras droit de Blier, Roger Riffard, il est traité comme un clown. Écoutez, chef, mes camarades et moi, depuis quelque temps, on se fait du souci à votre sujet. C'est-à-dire qu'il a une voix nasillarde, il est... Enfin, je crois que c'était un ami de Brassens, c'était un chanteur aussi, Riffard, il a fait des disques. Mais c'est vrai que sa tête est extraordinaire, quoi. C'est un personnage hallucinant. Mais j'ai jamais tué personne, moi. Je suis un artiste, je suis un musicien, je suis 3e violon à l'opéra. Et Fortin, qui est formidable parce qu'il joue un musicien classique et on découvre la haine de Bernard Blier. Et puis c'est drôle parce que Bernard Blier avoue qu'il a tué sa femme devant tous les flics, tu as vu? Oui, non seulement c'est un criminel, mais en plus il est toujours partant pour aller casser une maison, tuer des gens. C'est le plus étrange flic de l'histoire du cinéma. Et puis il y a un moment qui m'a un peu intrigué, j'ai pas très bien compris, tu sais, c'est quand il poursuit un type dans la rue. Ouais. Ah oui. Et il lui hurle dessus, il a un nom, le mec, il l'appelle... Kramer. Les mains en l'air, Kramer! Je suis là! N'avance plus, Kramer! Arrête-toi, il hurle. Mais Kramer, c'est pas censé être un malfaiteur connu que la police recherche aussi. Mais enfin, c'est comme un appendice dans le film. Ouais, tu sais. c'est très très curieux. C'est le mec qui tombe avec le couteau dans le dos, oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est justement ce côté cauchemar réveillé à chaque fois où on se dit qu'est-ce que c'est que où on est. Inspecteur Cavana. Merde, une bavure.
Mais c'est un cinéaste qui a vraiment marqué les années, fin des années, disons, années 70, deuxième partie, jusqu'à toutes les années 80 quand même. C'est un cinéaste qui était très important dans le cinéma français, Blier, puisque tu avais tous les plus grands acteurs qui tournaient avec lui. Il était considéré quand même comme quelqu'un, un peu comme ce que serait Jacques Audiard aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tous les acteurs voulaient tourner, qui avait une signature comme ça extrêmement forte. Tu m'as quand même dit que tu m'aimais, je te le signale. Oui, ben je dis ça à tout le monde, voilà. Je dis tout le temps ça aux filles, qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi, faut que je parle quand je baise, alors je dis des conneries. Qui n'était pas forcément populaire à l'étranger, mais qui faisait vraiment recette, puisque tout le monde attendait le prochain Blier, tu vois. Il y avait l'idée comme ça que ça allait être surprenant, que ça allait pas ressembler au reste des films français que tu pouvais voir. Mais je trouve après, il y a peut-être un effet de fatigue après, tu vois, parce que c'était souvent des scénarios originaux, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui adaptait des livres. Qui n'est plus du tout d'actualité dans cette ère de puritanisme dans laquelle on est entré. C'est vrai que ces films non seulement sont un peu démodés, très parfois des années 70, mais en plus sont très choquants quand tu vois il y avait des valseuses, tu te dis. Non, mais il y avait une misogynie quand même. C'est difficile de nier qu'il y avait une misogynie chez Blier dans les valseuses ou Calmos ou Préparez vos mouchoirs. Il y a quand même une image toujours de la femme qui peut pas jouir, tu vois. Enfin, qui est très maltraitée, c'est-à-dire Geneviève Page ou d'autres, ou la femme, je sais plus qui jouait la femme, Geneviève Fontanelle. Dans notre histoire, c'est des femmes objets malmenées, maltraitées, méprisées. Enfin, c'est récurrent quand même. Ah, ma salope, tu vas voir, ma salope, je vais pas te louper, moi. Il y a un truc qui est récurrent aussi chez Blier, c'est sa haine des médecins. Juste un petit refroidissement. Et merde, et non, mais déconnez pas, là, à chaque fois, il dit, c'était dans les basseux, je sais pas où, vous êtes médecin? Il dit non, pas du tout. Alors que c'était Junio, je crois, qui partait en vacances, ou c'était quelqu'un qui voulait pas avouer. Non, mais je crois qu'après Michel Audiard, ça a été le scénariste, enfin le dialoguiste, notamment le plus marquant, je pense, du cinéma français. De dialoguiste, je veux dire, comme ça, qui avait un univers où tu reconnais du Blier tout de suite. J'ai quand même pas épousé un assassin. Parfois, il vaut mieux épouser un assassin que rien du tout. Comme tu reconnaissais du Audiard. C'est pour ça qu'il s'est auto-parodié aussi ensuite, parce que c'était tellement fort dans les premiers films. Sa force et sa spécificité dans le dialogue, c'est qu'il faisait pas de bons mots. Non. Jamais. C'était des situations qui créaient un dialogue. Ça me rappelle mon père aussi, qui n'a jamais fait de... Mais c'était pas un scénariste au sens où le mec avait une histoire, tu vois, bien foutue, bien que c'était toujours... Ce sont souvent des vignettes, comme ce film, qui s'enchaînent les unes après les autres, et qui n'ont pas véritablement un postulat ou un prémisse très très fort. Tu vois, par exemple, le personnage de Geneviève Page, elle aurait pu mourir à la première rencontre, mais tu sens qu'il l'a laissé traîner parce que ça peut générer d'autres situations. Tu vois, elle devient la femme de Depardieu. Comme un livre, en fait. C'est ça. C'est beau, parce que comme elle arrive avec sa valise et qu'elle s'installe chez lui et qu'elle dit maintenant c'est vous qui vous occupez de moi. Je veux dire, mon mari est mort. Et c'était un personnage. Oui, mais elle devient tout de suite nympho, tu vois. Faut à tout prix qu'elle écarte les cuisses dès qu'il y a un mec qui passe. Enfin, t'as quand même cette misogynie qui revient. Ce médecin qui se jette sur elle et qui finit par se faire tuer. Il est fantastique, celui-là. Parce qu'ils sont quand même jaloux. Ils attendent dans le salon, t'as vu, avec la haine. Puis t'as Liliane Revers au départ qui dit... Si t'es gentil, j'enlèverai ma chemise de nuit, tu vois. Formidable. Et l'autre, j'ai pas la tête à ça, tu vois. Et t'as remarqué, les deux fois, c'est des femmes plus âgées que lui. C'est vrai. Et puis il y a cet état de fugue, tu sais ce qu'on appelle le fugue state en anglais, qui est des serial killers qui se rappellent pas de ce qu'ils ont fait, si tu veux. Et à chaque fois, ils tuent des gens et puis ils sortent d'une espèce de transe. Je crois que c'est tellement pas réaliste que je crois que il faut même plus chercher, tu vois, d'état psychologique. C'est-à-dire que il part du principe que les personnages ne vont pas se comporter comme on pense. Qui c'est qui t'a demandé de me tuer? Et personne! On met une enveloppe dans ma boîte aux lettres pendant la nuit et puis c'est tout. Et c'est vrai que l'arrivée du tueur Ben Guigui à la fin, c'est vrai qu'à ce stade-là, tu te poses aucune question. Tu sais pas comment il est là, comment il les a retrouvés, qui l'a payé pour tuer. Mais ça fait un peu, tu sais, après quand tu voyais Seven avec le mec qui arrive avec le mec de FedEx qui arrive avec la boîte au milieu de nulle part, tu te demandes comment le mec a réussi à les retrouver et qu'il amène la tête de Gwyneth Paltrow, tu vois, ça pourrait presque être du Blier. C'est vrai, c'est vrai, t'as pas tort. C'est dommage que Ben Guigui ne conduit pas la camionnette FedEx. Dans Vous êtes vraiment des compagnons très agréables. Bien
Que celui qui a encore quelque chose à dire sur Buffet Froid le dise, ou qu'il se taise à tout jamais et saute de la barque. En tout cas, ça n'a sûrement pas poussé Blier à continuer dans cette veine-là. C'est-à-dire, même s'il y a des autres films, il y a, dans Tenue de soirée notamment, il y a des choses qui peuvent rappeler Buffet Froid. Hein. Quel est celui qui suit ? C'est La femme de mon pote, non ou 79, après, c'est 82, je crois, La femme de mon pote. Je sais pas s'il y en a un entre les deux. Il doit y en avoir peut-être un entre les deux. Ouais. En tous les cas, effectivement, il changerait son fusil d'épaule et ne ferait plus jamais un truc aussi surréaliste. Non, c'est Beau-père, je crois, après. Ah, c'est ça, voilà. Qui est un film aussi aujourd'hui que tu pourrais plus faire. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, là, il est en liberté totale. Il fait ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut, comme il veut. Et quand il a retenté le coup avec notre histoire, il a quand même fallu... Enfin, il n'a pas osé aller au bout, puisque finalement, c'était qu'un rêve. Ouais. Mais là, il le dit. C'est qu'un rêve, tu vois. Ouais. C'est très compliqué de finir un film. Oh, moi je retourne tapiner. Je préfère encore me lécher dans la rue. Attends-moi, je viens avec toi. On a moins froid quand on est deux. Non, mais Tenue de soirée, c'est un peu comme ça aussi. Ça démarre de manière incroyablement pétaradante. Ils sont au travelot, ils tapinent. Ah, c'est ça, c'était l'affiche du film. Putain de film. Et tu te dis, mais ça pourrait durer encore 20 minutes, comme ça pourrait se terminer encore avant. Tu vois, tu sens qu'il n'y a pas une issue logique. Ou alors l'issue logique, c'est qu'ils se tuent tous, tu vois. Mais tu sens qu'il ne veut plus aller vers quelque chose de noir comme ça. Parce que tu aurais pu imaginer Michel Blanc tuer Depardieu. Ouais. Ou ça aurait pu être un dénouement tragique, mais ça aurait pas fonctionné de la même manière. Mais Tenue de soirée est encore un film où il y a le personnage de Depardieu qui a quelque chose du personnage de Buffet Froid, tu vois, d'un côté inquiétant comme ça, tu vois, ou même en roue libre. T'as l'impression que les yeux sont maquillés un peu, tu vois, et que c'est un mauvais garçon qui peut te planter comme ça, alors te planter dans tous les sens du terme. Il parlait de l'homme couteau. Voilà. Il est ouais. Bien. Merci mes cinébuddies pour cet étrange voyage dans la psyché dérangée et merveilleuse de Bertrand Blier. Si je devais habiter dans une tour vide à la Défense, je pourrais pas rêver de meilleur colocataire que vous. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, dis-je, en prenant un air dégagé. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui a le traxir et qui peut plus arquer. Et maintenant... Puisque le film termine par la mort, la Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Kinopod pas mort.